Bonjour, allez, aujourd'hui on s'attaque à un sujet fascinant et parfois un peu vertigineux, la mécanique ultra complexe des inégalités sociales et la manière dont les désavantages s'accumulent. L'idée de ce décryptage, c'est vraiment de déconstruire ce phénomène, pièce par pièce, en s'appuyant sur les données, pour comprendre comment tout ça fonctionne réellement. Au programme, on va d'abord bien définir le concept, puis cartographier les différentes catégories, identifier les variables déterminantes, démonter l'engrenage cumulatif, aborder la question de la reproduction sociale et enfin analyser les tout nouveaux moteurs de ces inégalités. C'est parti. Première étape, et c'est absolument crucial pour bâtir des bases solides, comprendre et définir le concept même. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Les inégalités sociales, ce sont les différences d'accès aux ressources rares de notre société. Et attention, le mot ressources est très large ici. On parle du marché des biens et services classiques, bien sûr, mais aussi de l'accès à l'emploi et aux positions valorisées. Mais le vrai cœur du réacteur dans cette définition, c'est la perception. C'est le fait que ces différences soient perçues comme injustes qui leur donne tout leur poids. Et c'est là qu'il faut faire une distinction fondamentale entre les chiffres froids et la réalité vécue. D'un côté, on a la réalité objective, c'est-à-dire la donnée pure, le quantifiable, le mesurable. Et de l'autre, on a le subjectif, la dimension psychologique. L'exemple parfait, c'est la peur du déclassement social. Cette angoisse de perdre sa position dans la société, c'est un ressenti qui pèse au quotidien, peu importe ce que racontent les statistiques. Du coup, pour éviter de se noyer dans la subjectivité, on a besoin d'un arbitre impartial. En France, c'est le rôle de l'Observatoire des inégalités. C'est un organisme complètement indépendant, détaché des institutions publiques. C'est un peu notre boussole qui fournit les chiffres clés objectifs et indispensables pour prendre la vraie mesure du phénomène. Deuxième point de notre parcours, cartographier le terrain en observant les différentes catégories d'inégalités. Quand on regarde de plus près, on voit une vraie ligne de démarcation. D'un côté, on a les inégalités purement économiques, comme les écarts de revenus ou la concentration du patrimoine. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle les inégalités socioculturelles et politiques. Là, on touche directement aux opportunités de la vie quotidienne. L'accès à une bonne école, trouver un logement, se soigner correctement, profiter d'activités culturelles ou même accéder à des fonctions politiques. Ces deux mondes semblent séparés, mais en fait, on va voir qu'ils interagissent en permanence. Troisième partie, les variables déterminantes. Autrement dit, qu'est-ce qui influence la position de chacun face à tout ça? Les recherches identifient des déterminants sociologiques très clairs. On parle du genre, de l'âge, de l'origine sociale, de l'endroit où l'on vit, de la structure familiale avec le cas très parlant des familles monoparentales ou encore de l'origine migratoire. Ce ne sont pas juste des données statistiques, ce sont vraiment les racines qui façonnent et influencent la trajectoire de vie au sein de la société. Pour rendre ça super concret, prenons l'exemple de ce qu'on appelle souvent le cumul des handicaps ou la double peine. Imaginons une jeune femme d'origine maghrébine qui arrive sur le marché du travail. Elle ne va pas affronter un seul obstacle isolé, mais bien l'intersection de plusieurs variables, son genre, sa jeunesse et son origine migratoire. Ce croisement crée des barrières gigantesques et transforme tout ça en une inégalité littéralement démultipliée. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième point, le cœur du problème, l'engrenage cumulatif. L'inégalité, c'est un redoutable multiplicateur, d'abord à l'intérieur de sa propre catégorie. Sur le plan économique, c'est presque mathématique. Un revenu élevé permet d'accumuler de la richesse et du patrimoine bien plus vite. Et sur le plan social, c'est la même mécanique. Les données prouvent qu'un accès réduit à la santé entraîne souvent de moins bonnes performances à l'école. En gros, l'avantage appelle l'avantage et le désavantage aggrave le désavantage. Mais ça va plus loin et c'est là qu'intervient la notion de réciprocité. Suivons la réaction en chaîne. Un revenu faible et instable, qui est un facteur économique, va dégrader l'accès au logement et à la santé. Ça, c'est le facteur social. Ensuite, ce mauvais état de santé ou de logement empêche de décrocher ou de garder un emploi. Résultat, impossible de se constituer un patrimoine. La boucle est bouclée. C'est l'enchevêtrement total entre l'économique et le social. Cinquième partie, la reproduction sociale, ou comment ces engrenages traversent le temps et comment la société tente de réagir. Le fameux dicton tel père, tel fils illustre parfaitement l'idée de reproduction sociale. Ces inégalités ne s'effacent pas, elles s'inscrivent dans le marbre au fil des générations. Les positions sociales ont cette fâcheuse tendance à se perpétuer et à se transmettre au sein d'une même famille, année après année.
Face à ce constat, l'État n'est pas inactif. Son but affiché, c'est de freiner cette transmission via des politiques de redistribution verticale. On taxe les hauts revenus pour redistribuer vers les plus modestes. Sauf que, et c'est là que le bât blesse, l'efficacité du système de protection sociale né en 1945 reste très mitigée et largement critiquée aujourd'hui. Ça crée une véritable crise politique et sociale. Le sujet est analysé sous toutes les coutures, depuis la théorie marxiste du 19e siècle jusqu'aux enquêtes de terrain d'aujourd'hui. Et ça pousse des acteurs comme l'association Attac à se mobiliser activement pour plus de justice sociale. Enfin, 6e et dernière partie, jetons un œil aux nouveaux moteurs qui rebattent les cartes aujourd'hui. Car les règles du jeu continuent d'évoluer sous la pression de nouvelles forces extérieures. On a la mondialisation qui fragilise particulièrement les travailleurs les moins qualifiés sur le territoire national. Il y a aussi le progrès technique. Même si l'innovation peut parfois réduire les écarts à long terme, elle crée des ruptures brutales à court terme. Et puis, la révolution numérique. Loin d'être un simple outil neutre, le numérique participe activement à creuser le fossé des revenus, notamment entre les cadres dirigeants et les professions intermédiaires. Tout cela nous laisse face à une vraie réflexion de fond. Si la mécanique même du système fait que l'avantage s'accumule et appelle l'avantage, comment nos sociétés peuvent-elles espérer briser ces cycles ? Comment recabler le système demain pour que l'égalité des chances soit une réalité, surtout à l'ère du tout numérique ? C'est une sacrée question pour l'avenir. Merci d'avoir suivi ce décryptage et on garde l'œil grand ouvert sur ces mécaniques qui façonnent notre monde. À bientôt!